Pendant un dîner de famille le week-end, ma belle-mère a crié « Soit tu donnes ta chambre à ton jeune frère, soit tu fais tes valises et tu sors ». Je n'ai pas pleuré. J'ai tranquillement fait mes valises, je suis parti et j'ai acheté une maison à flanc de colline. 3 jours plus tard, je profitais de ma nouvelle maison pendant qu'ils étaient. Pendant un dîner de famille le week-end, ma belle-mère a claqué sa fourchette sur la table, s'est tournée vers moi et a crié « Soit tu donnes ta chambre à ton jeune frère, soit tu fais tes valises et tu sors ». Elle ne l'a pas murmuré. Elle l'a crié en plein milieu d'un dîner que j'avais aidé à payer, dans une maison que mes défunts parents avaient passé leur vie à construire. Ma belle-mère m'a foudroyé du regard avec un sourire narquois et suffisant, tandis que son fils était assis à côté d'elle, silencieusement, souriant comme s'il avait déjà gagné. Le souvenir de mon défunt père était effacé de ses murs, remplacé par leur cupidité. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit un mot. Mais moi, Félicia Bishop, une analyste financière de 27 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié, ni perdu mon souffle à argumenter avec des gens qui prenaient ma patience pour de la faiblesse. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé mes couverts et je me suis levé, le dos droit. Très bien, ai-je dit calmement. Je vais faire mes valises. Ils pensaient qu'ils me mettaient à la rue. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils s'occupaient à jouer les maîtres de ma maison, je tenais déjà les clés de ma propre liberté et une surprise juridique qui allait briser leur petit monde confortable pour toujours. Si vous aimez les histoires intenses de drame familial, de vengeance et de respect de soi, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour ne jamais manquer un épisode. 3 jours plus tard, je profitais de ma toute nouvelle maison sur une colline tranquille pendant qu'ils étaient sur le point de recevoir un réveil brutal. Le brouillard froid de la nuit de Portland a enveloppé ma voiture alors que je démarrais le moteur et m'éloignais de l'ancienne maison. La pluie se transformait en un crachin régulier contre le pare-brise, reflétant la colère silencieuse qui bouillonnait en moi alors que je naviguais dans les rues faiblement éclairées en direction du centre-ville. Je me suis garé dans l'allée d'un hôtel-boutique, j'ai réservé une chambre pour la nuit et j'ai monté mes 2 valises à l'étage sans regarder en arrière. Une fois que la lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi, le bruit étouffant de la cupidité de ma belle-mère a finalement disparu dans un silence complet. Je me suis assise sur le bord du grand lit, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau pour prendre le contrôle total de ma vie. En tant qu'analyste financière senior, les chiffres avaient toujours été mon encre en période de chaos. Parce que contrairement aux gens ingrats, les chiffres ne mentent jamais. Je me suis connecté à mon application bancaire personnelle pour examiner mon compte d'épargne principal à haut rendement, que j'avais construit dollar par dollar au fil d'années de discipline. L'écran affichait un solde de 212 000 $, une somme que j'avais réussi à protéger malgré la couverture constante des dépenses du ménage au cours des 2 dernières années. Depuis le décès de mon père, j'avais tranquillement ravalé mon chagrin et porté seul le fardeau financier de cette maison par respect pour sa mémoire. J'avais payé les impôts fonciers annuels, couvert des réparations de toitures coûteuses et géré chaque facture de service public pendant que Valérie et son fils y vivaient entièrement sans loyer. Ma patience avait été motivée par un espoir insensé qu'honorer mon père signifiait préserver la maison familiale, mais leur ambition cruelle lors du dîner m'a fait réaliser que je ne faisais que financer mon propre manque de respect. J'ai fermé l'onglet bancaire et ouvert mes messages personnels, remontant jusqu'à un lien envoyé la semaine précédente par ma meilleure amie, Antoinette Stevenson. Elle était une consultante immobilière agréée qui m'exhortait depuis des mois à cesser de sacrifier mon indépendance pour des personnes qui ne me considéraient que comme un compte bancaire. En pièce jointe à son message se trouvait une annonce pour un charmant cottage de 2 étages niché dans les collines tranquilles de West Hills, coté à 480 000 $. La propriété comprenait de vastes terrasses en cèdre, de grandes baies vitrées donnant sur la forêt et une vue immaculée sur la vallée en contrebas. À l'époque, j'avais écarté son texto avec un sourire poli, supposant que je devais rester dans la maison familiale pour garder vivant le souvenir de mon père. En regardant ces photographies haute résolution maintenant, sous la faible lampe de la chambre d'hôtel, l'environnement serein semblait être un sanctuaire qui m'appelait. Avec 212 000 $ d'économie liquide, j'avais plus qu'assez d'argent pour verser un acompte solide de 40%, soit 192 000 $. Mon revenu stable en tant que professionnel de la finance signifiait que l'obtention d'un prêt hypothécaire conventionnel pour le solde restant serait sans effort, me laissant avec un coussin d'urgence confortable sur mon compte. J'ai cliqué sur le nom d'Antoinette et tapé un message rapide lui demandant de programmer une visite privée de la propriété de West Hills pour le lendemain matin. Elle a répondu en quelques secondes, confirmant que l'agent inscripteur était un collègue proche et que nous pourrions inspecter la maison à 8 heures du matin.
Un profond sentiment de soulagement m'a envahi alors que je fermais l'écran de l'ordinateur portable et me dirigeais vers la fenêtre, regardant la pluie lustrer le trottoir en bas. Pour la première fois depuis des années, je ne planifiais plus mon avenir en fonction des besoins de personnes qui prenaient ma générosité pour acquise. Demain matin, je ferai le premier pas concret vers la sécurisation de mon propre sanctuaire, laissant Valérie et son fils suffisant faire face à la dure réalité de leur propre cupidité. 5 jours plus tard, je tenais une tasse de café chaud dans ma main et je suis monté à West Hills pour finaliser les procédures de clôture et récupérer les clés de ma nouvelle maison. La brume matinale était basse sur les routes de montagne sinueuses, jetant un voile argenté et tranquille sur les pins majestueux qui bordaient l'allée. Après avoir effectué le virement bancaire pour la compte et signé les derniers documents de dépôt fiduciaire, l'agent inscripteur m'a remis un jeu de clés en laiton avec de polies félicitations. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré dans le salon spacieux où la lumière naturelle du soleil se déversait à travers les baies vitrées et illuminait les parquets polis. En sortant sur la vaste terrasse en bois, j'ai écouté le doux bruissement des aiguilles de pin dans la brise fraîche de l'Oregon, ressentant un profond sentiment de calme que je n'avais pas connu depuis des années. Pour la première fois depuis le décès de mon père, je me sentais en sécurité dans un espace qui m'appartenait entièrement, loin du jugement constant et des exigences étouffantes de mon ancien foyer. Le même après-midi, je suis retourné en voiture vers le quartier des affaires pour assister à une réunion prévue avec mon avocat spécialisé en succession, Arthur Pendleton. Son bureau était situé dans un immeuble de briques tranquille bordé de volumes juridiques reliés en cuir, reflétant la précision aiguë d'un homme qui avait traité des litiges immobiliers complexes pendant plus de 3 décennies. Après avoir échangé de chaleureuses poignées de main et nous être installés dans les fauteuils en face de son bureau, je lui ai tendu un dossier manille contenant l'acte de propriété original de ma maison familiale ainsi que le certificat de décès de mon père. J'ai expliqué comment Valérie avait pris le contrôle total de la résidence après le décès de mon père, traitant la propriété comme son empire personnel tout en exigeant que je fasse mes bagages et que je quitte ma propre chambre. Arthur a ajusté ses lunettes, a examiné attentivement les registres fonciers et a affiché les lois sur les successions de l'État sur son écran d'ordinateur pour vérifier l'historique légal du titre de propriété. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, a posé son stylo sur le bureau et m'a regardé avec une expression de clarté professionnelle absolue. Il a expliqué que parce que mon père était décédé sans testament séparé spécifique, les lois de l'Oregon sur les successions avaient intestat dicté que la propriété résidentielle appartenait automatiquement conjointement aux descendants survivants de mon père et à son épouse. Étant donné que la maison avait été achetée à l'origine par mes parents biologiques avant son second mariage, ma participation légale dans la propriété s'élevait à 50% de sa valeur marchande totale estimée. Sur la base de biens immobiliers comparables récents dans ce quartier de banlieue, la maison était actuellement évaluée à 500 000 $, ce qui signifie que ma part légale s'élevait à 250 000 $. Arthur m'a fermement rassuré que Valérie ne possédait aucune autorité légale pour m'expulser des lieux, ni ne détenait de droit de propriété exclusif sur la succession. Entendre ces chiffres précis a confirmé que mes années de patience silencieuse lui avaient donné un faux sentiment de légitimité sur un bien qu'elle n'avait en fait jamais possédé. J'ai regardé Arthur droit dans les yeux et lui ai demandé de rédiger immédiatement un avis juridique formel exigeant une résolution officielle de la succession. Nous avons convenu de présenter à Valérie 2 options juridiques simples. Soit elle devait obtenir un financement pour racheter ma participation de 250 000 $ dans les 30 jours, soit la propriété serait mise sur le marché libre pour une vente publique ordonnée par le tribunal. Arthur a hoché la tête avec approbation, notant que compte tenu de son manque de revenus indépendants et de son mauvais crédit, financer un rachat serait pratiquement impossible, rendant une vente inévitable. J'ai signé la convention d'honoraires d'une main ferme, sachant que les rouages juridiques étaient maintenant officiellement en mouvement pour démanteler son illusion de pouvoir. 4 jours après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des messages textes exigeants de Valérie. Elle a envoyé nonchalamment une liste de courses détaillées composée de steaks de premier choix, de vins importés et d'un gâteau d'anniversaire personnalisé coûteux pour la fête à venir de Gavin, exigeant que je transfère immédiatement 200 $ pour couvrir les courses. Son ton portait la même attente arrogante que je leur devais un soutien financier simplement pour exister sous ce qu'elle considérait comme son toit. En regardant les notifications apparaître sur mon écran tout en étant assise dans mon solarium tranquille, j'ai senti une vague de détachement froid remplacer la tolérance restante que j'avais gardée au fil des ans. J'ai tapé une réponse concise, lui disant que s'il voulait organiser une fête somptueuse, il pouvait en couvrir les frais avec leur propre argent. Sans attendre sa réponse, j'ai ouvert mon application bancaire en ligne pour examiner les comptes d'utilisateurs autorisés liés à ma carte de crédit principale. Pendant les derniers mois de mon père,
J'avais ajouté Valérie et Gavin comme titulaires de cartes secondaires sur mon compte uniquement pour gérer les achats ménagers d'urgence et les courses médicales. J'avais oublié de supprimer leurs autorisations dans le chaos du déménagement, leur permettant de facturer tranquillement des centaines de dollars chaque mois pour des luxes personnels à mes frais. En quelques pressions rapides sur l'écran de mon téléphone, j'ai révoqué de manière permanente leur accès d'utilisateur autorisé et annulé instantanément les 2 cartes physiques. Le système s'est mis à jour immédiatement, rendant leurs cartes en plastique complètement inutiles avant même qu'ils ne réalisent que leur source de revenus inépuisable avait atteint une impasse. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner violemment avec un appel entrant de Gavin, qui se tenait à la caisse d'une épicerie spécialisée haut de gamme. Il s'est lancé dans une tirade furieuse dès que j'ai décroché, criant que sa carte avait été refusée 2 fois devant une longue file de clients impatients. Il a exigé de savoir pourquoi je sabotais les préparatifs de son anniversaire et a crié que j'étais obligé de régler le problème bancaire immédiatement pour qu'il puisse finir de payer ses articles de luxe. J'ai écouté sa diatribe frénétique en silence total avant de répondre d'une voix calme qu'il n'y avait pas de problème et que mon parrainage financier de son style de vie était officiellement terminé. J'ai mis fin à l'appel alors qu'il hurlait encore d'incrédulité, refusant de m'engager davantage avec sa colère puérile. En quelques minutes, Valérie a rappelé, la voix tremblante de rage intense, m'accusant d'être une belle fille cruelle et ingrate, essayant d'humilier sa famille. Elle a crié que j'avais abandonné mes responsabilités ménagères et a menacé d'appeler le service de police local pour me signaler pour avoir déserté la propriété sans payer ma juste part de l'hypothèque et des services publics. J'ai laissé échapper un petit rire amusé au téléphone, lui rappelant que je n'avais aucune obligation légale de financer ses frais de subsistance ou de payer un loyer pour une maison dont on me forçait actuellement à partir. Je lui ai dit fermement que la maison appartenait à la succession de mes défunts parents plutôt qu'à son trésor personnel et qu'elle devrait passer son temps à se préparer à la réalité au lieu de me menacer avec de faux rapports de police. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse lancer une autre série de menaces, gardant ma bouche fermée au sujet de l'avis juridique formel qu'Arthur livrait à sa porte d'entrée cet après-midi même. Un jeudi après-midi pluvieux, alors que les gouttes de pluie frappaient doucement contre la vitre, un courrier recommandé du bureau de l'avocat Arthur a été officiellement livré directement entre les mains de Valérie. Le document formel contenait une demande de partage rigoureuse, déclarant que, selon les lois sur les successions de l'État de l'Oregon, je détenais une participation de moitié dans la propriété résidentielle, évaluée à 250 000 $. L'avis décrivait un délai strict de 30 jours l'obligeant soit à proposer un rachat complet en espèces de ma participation, soit à accepter de mettre la maison de banlieue sur le marché immobilier libre pour une liquidation publique immédiate. En lisant la convocation juridiquement contraignante rédigée sur du papier à en-tête de cabinet d'avocats professionnels, Valérie a vécu l'effondrement soudain de la fiction confortable qu'elle avait construite autour de son statut de seule maîtresse de la maison. La dure réalité de sa situation financière s'est rapidement imposée alors qu'elle réalisait que l'obtention d'un prêt hypothécaire de n'importe quelle institution de prêt commercial était une impossibilité absolue. Ayant entièrement dépendu de la générosité de mon père pendant des années sans maintenir d'emploi stable, son historique de crédit était pratiquement inexistant, et son ratio dette-revenu échouait à tous les critères de souscription standard. De plus, le manque total de revenus de Gavin et ses récents problèmes scolaires signifiaient qu'il ne pouvait offrir aucune aide financière pour le refinancement de la dette existante. Sans mon salaire régulier pour payer les impôts fonciers et l'entretien mensuel, elle faisait face à la perspective terrifiante d'être déplacée de force d'une résidence spacieuse qu'elle ne pourrait jamais se permettre d'entretenir seule. La panique a rapidement remplacé son arrogance d'antan alors qu'elle passait toute la soirée à essayer de me joindre par des dizaines d'appels téléphoniques désespérés et de messages vocaux frénétiques. Son ton agressif précédent s'est transformé en supplication larmoyante, me priant de décrocher le combiné pour que nous puissions discuter de ce qu'elle appelait un malentendu familial regrettable. Elle a laissé des messages décousus promettant que Gavin prendrait volontiers une chambre plus petite et insistant sur le fait que nous devrions résoudre nos affaires domestiques en privé plutôt que d'impliquer des professionnels du droit froid. Assise paisiblement sur le porche couvert de mon cottage de West Hills tout en regardant la pluie brumiser la canopée de la forêt, j'ai écouté ces notes vocales enregistrées sans ressentir la moindre trace de culpabilité ou d'hésitation. Le vendredi après-midi, réalisant que ces messages vocaux larmoyants ne donnaient aucune réponse, elle a envoyé un message texte humble implorant une rencontre en personne à l'endroit de mon choix. Elle a affirmé que si nous pouvions simplement nous asseoir ensemble autour d'un café, nous pourrions trouver un arrangement sensé qui préserverait le foyer sans entraîner la succession dans une vente aux enchères publiques. J'ai attendu plusieurs heures avant de taper une brève réponse, acceptant de la rencontrer le lendemain matin dans un café public animé situé dans le centre-ville de Portland. Cependant,
j'ai explicitement souligné dans mon message que cette rencontre ne serait pas une discussion informelle, l'informant que je serais accompagné de mon représentant légal pour garantir que chaque discussion resterait strictement alignée sur les procédures statutaires contraignantes. Le samedi matin, l'air à l'intérieur du café bondé est devenu suffocant alors que Valérie et Gavin étaient assis en face de moi et de l'avocat Arthur. Au moment où nous nous sommes installés sur nos chaises en bois, Valérie s'est lancée dans une performance larmoyante, s'épongeant les yeux avec une serviette en papier tout en m'accusant bruyamment d'être une fille ingrate qui jetait sa belle-mère endeuillée dans les rues froides. Les clients des tables voisines se sont tournés pour regarder, mais Arthur est resté entièrement imperturbable, ouvrant calmement sa mallette en cuir et étalant les documents officiels de titres de propriété ainsi que des années de relevés bancaires sur la table. Il a expliqué méthodiquement que j'avais personnellement financé des milliers de dollars en entretien de la propriété tout en détenant une participation de moitié pleinement reconnue dans la succession. Alors qu'Arthur présentait les dossiers d'évaluation certifiés par le tribunal, les pleurs théâtraux de Valérie se sont dissous dans un silence stupéfait, son acte mélodramatique complètement exposé sous le poids de faits juridiques indiscutables. Avant qu'elle ne puisse tenter une autre série de manipulations émotionnelles, j'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti un avis formel d'annulation de location de voiture et je l'ai glissé directement sur la table vers Gavin. Je l'ai calmement informé que je mettais fin au contrat de location mensuel de la berline qu'il conduisait depuis 2 ans, un compte enregistré exclusivement à mon nom et payé via mon compte bancaire personnel. Gavin est devenu blême, criant qu'il avait besoin du véhicule pour ses trajets quotidiens et affirmant que je n'avais pas le droit de confisquer son principal moyen de transport sans avertissement préalable. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui rappelant que la voiture appartenait à mon profil de crédit, et j'ai exigé qu'il remette la clé immédiatement, à moins qu'il ne veuille que je signale le véhicule comme propriété non autorisée. À contre-cœur, les mains tremblantes de rage, Gavin a laissé tomber les clés de la voiture sur la table, réalisant que ses jours de profit sur mes finances étaient officiellement terminés. 3 semaines plus tard, la maison de banlieue a été officiellement liquidée par une transaction immobilière rapide, se clôturant à sa pleine évaluation de marché de 500 000 $. Après que la société de titres ait déduit les frais de clôture et versé ma part légale de 250 000 $, les fonds restants pour Valérie étaient bien trop maigres pour garantir une maison comparable dans la région de Portland. Manquant d'emploi vérifié et ayant de terribles côtes de crédit, elle a été catégoriquement rejetée par tous les développements immobiliers respectables, la forçant, elle et Gavin, à signer un bail pour un appartement exigu et démodé de 2 chambres situé à l'extrême périphérie de la ville. Le déclassement soudain d'une résidence de banlieue spacieuse à un complexe bruyant et délabré a porté un coup dévastateur à sa fierté fragile, brisant l'illusion de luxe qu'elle avait maintenue à mes dépens. Dans leurs nouveaux quartiers exigus, un ressentiment toxique a rapidement éclaté entre mère et fils alors que le stress quotidien de vivre avec un budget serré détruisait toute harmonie qu'il leur restait. Gavin a amèrement reproché à Valérie son comportement arrogant à la table du dîner, criant que sa cupidité leur avait coûté une belle maison, un véhicule de luxe gratuit et un style de vie confortable. Désespérée pour une bouée de sauvetage financière, Valérie m'a envoyé une série de messages textes humbles, implorant une allocation mensuelle pour aider à couvrir leur loyer et plaidant pour le pardon sous le couvert de la solidarité familiale. Assise confortablement dans ma maison tranquille, j'ai lu ces longs paragraphes désespérés sans la moindre trace de remords. J'ai appuyé sur l'icône des paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué en permanence son numéro ainsi que celui de Gavin, coupant notre connexion une fois pour toutes. 3 mois plus tard, la chaude lumière du soleil matinal a percé la couche de brume, illuminant la cour spacieuse devant ma maison à flanc de colline. Je me suis assise sur la vaste terrasse en cèdre avec Antoinette en dégustant un café frais tout en contemplant les vues panoramiques de la vallée de Portland qui s'étendait en contrebas. L'air frais de la montagne transportait l'odeur fraîche des aiguilles de pin, remplaçant l'anxiété persistante de mon passé par un profond sentiment de contentement tranquille. Antoinette a souri chaleureusement en ajustant ses lunettes de soleil, remarquant à quel point j'avais l'air complètement transformé depuis que j'avais pris le contrôle total de mon destin financier. En regardant l'horizon ensoleillé, je savais que m'éloigner des obligations familiales toxiques avait été le choix le plus valorisant de toute ma vie. Plus tôt cette semaine-là, Arthur avait envoyé une dernière mise à jour administrative concernant le règlement juridique complet de la succession de mes parents. Grâce à son réseau professionnel, il a mentionné que Gavin avait été contraint d'abandonner ses cours universitaires après avoir perdu son allocation financière, prenant un emploi épuisant à temps plein comme serveur de restaurant pour payer ses factures de base. Valérie luttait également pour joindre les deux bouts, travaillant des quarts de nuit épuisants comme caissière de détail juste pour couvrir le loyer mensuel de leur petit appartement de banlieue. Dépouillée des revenus de mon père et de mon soutien financier sans fin, la dure réalité des dépenses du monde réel avait anéanti leurs attentes arrogantes,
les forçant à faire face aux conséquences directes de leur propre suffisance. Leur situation de vie commune avait dégénéré en disputes amères constantes alors qu'ils se rejetaient sans cesse la faute pour avoir perdu le luxe qu'ils avaient pris pour acquis. Une profonde vague de clôture paisible s'est installée dans mon cœur alors que j'écoutais la résolution finale de leur histoire. J'avais réussi à honorer mes défunts parents en protégeant l'héritage qu'ils avaient travaillé si dur à construire, refusant de laisser la cupidité prédatrice détruire mon avenir ou saper mon respect de moi-même. En tenant bon contre la culpabilité émotionnelle et en établissant des limites juridiques infranchissables, j'avais reconquis à la fois ma souveraineté financière et ma dignité intérieure. Le véritable héritage de mon père n'a jamais été destiné à être une mine d'or pour des parents ingrats. Il était destiné à me donner les moyens de construire une vie sûre, honorable et indépendante selon mes propres termes. Assise dans mon sanctuaire ensoleillé, entouré par la beauté de la nature, je savais que mes parents seraient immensément fiers de la force que j'avais découverte en moi. J'ai pris une lente gorgée de mon café, me sentant complètement libéré de l'ombre de mon passé, sachant que je ne regarderais jamais en arrière. J'avais appliqué une politique stricte de non-contact absolu, garantissant qu'aucun autre message manipulateur ou supplication de mauvaise foi ne pourrait jamais franchir le périmètre paisible de ma vie. Mon parcours n'était plus défini par les mauvais traitements que j'avais subis, mais par la confiance tranquille d'une femme qui connaissait sa valeur et protégeait ses limites. À l'avenir, mon énergie serait consacrée exclusivement à la croissance de ma carrière, à l'entretien d'amitiés sincères et à la jouissance de la maison paisible que j'avais gagnée grâce à ma propre résilience. Je tenais la tête haute, prête à embrasser les possibilités illimitées d'un avenir entièrement construit sur la liberté, le respect de soi et la paix absolue.